Alors, avant qu'on commence, vous connaissez tous l'architecture hexagonale ou pas? Non? C'est... non, ah ah! Mec dit implicite, explicite. Qui ne connaît pas l'architecture hexagonale? Ok, bon, bah, ça va. Oui, parce que c'est plutôt sur les bases. Tu penses qu'on peut y aller, du coup? Ouais. Alors, bonjour. 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 Bon, je vais rentrer très vite dans le vif du sujet parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Ça va être un live code. Mais avant ça, il faut que je vous parle d'un truc. Et je pense que vous avez peut-être tous noté qu'il était compliqué d'écrire des logiciels qui durent dans le temps. C'est difficile d'avoir des logiciels qui sont facilement maintenables. Est-ce que vous avez déjà noté ça? Ouais. Est-ce que vous n'avez pas la sensation de recoder à chaque fois, de devoir recoder votre logiciel au bout de 3-5 ans? Non? Oui? Et alors des petites questions comme ça, mais quand vous mettez à jour votre framework structurant, par exemple, alors déjà, avant de poser cette question, il y a des javaïstes dans la salle? Des javascriptistes dans la salle? Il y a quoi d'autre? PHP! Ah, bah ça marche aussi, il y a Symfony dans PHP. Ils ont eu la bonne idée de copier Spring et Hibernate. Ça veut pas dire que c'est... Mais c'est pas une blague, hein. C'est inspiré de Spring et d'Hibernate, Doctrine et tout. Et quand vous mettez à jour ces trucs-là, est-ce que vous n'avez pas tous vos tests qui plantent? Non? Des grosses montées de version, hein. Ça dépend du projet. Il y a des menteurs, il y en a qui rigolent. En fait, si vous voulez, il y a l'une des raisons pour lesquelles on a du mal à écrire des logiciels qui durent dans le temps, c'est qu'on n'a pas compris, on a encore du mal à comprendre ce qu'est la complexité logicielle. On a trop tendance à croire que la complexité dans le logiciel est liée à la technicité, alors que ce n'est pas exactement ça. En fait, si ma vapette veut bien marcher, voilà, fail. Ah, voilà, merci, spoil du coup. Il y a 3 formes de complexité. La première, c'est ce qu'on appelle la complexité essentielle. C'est la logique métier. Alors, je vais peut-être apprendre des choses à certaines personnes qui vont, et ça va peut-être pas vous plaire, mais on n'est pas là pour écrire du logiciel pour écrire du logiciel. Généralement, c'est parce qu'il y a un besoin en face. Et à chaque fois qu'on crée un logiciel, c'est parce qu'il y a un besoin. Hein. Donc, quand on me dit qu'il n'y a pas de métier, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous ne faites pas du logiciel pour la beauté du code. Et le problème que vous devez résoudre, c'est la complexité essentielle. C'est la raison pour laquelle votre logiciel existe. Sinon, il n'existerait pas. Et la logique métier, du coup, c'est à peu près de l'algorithmique, quoi. Hein. C'est de la logique, c'est du séquencement, c'est du workflow. C'est pas un truc qu'on peut facilement donner à un consommateur ou à un utilisateur. Donc, pour pouvoir faire en sorte que le logiciel exerce sa valeur, il faut mettre en place, délivrer le logiciel en production, par exemple. Donc, des chaînes de CI/CD. Enregistrer les données de l'utilisateur, donc avoir une base de données, exposer cette logique métier sur le réseau, et donc potentiellement créer des contrôleurs. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la complexité obligatoire. C'est toute la technique dont vous ne pouvez pas vous passer, et que vous êtes obligé d'avoir, en fait, et de gérer dans vos logiciels. Et il y a une 3e forme de complexité, qui s'appelle la complexité accidentelle. C'est celle qui est inutile et coûteuse. Et c'est ce qui vous coûte cher, en fait. C'est à cause de ce truc-là que vous avez du mal à faire en sorte que vos logiciels tiennent dans le temps. C'est à cause de ce truc-là qu'au bout d'un moment, votre vélocité sur la création de nouvelles fonctionnalités, elle va chuter, parce que ça devient de plus en plus compliqué de faire quoi que ce soit, sachant qu'une modification va avoir tendance à faire péter des trucs dans l'autre bout du code et on ne sait pas pourquoi. Donc ça, c'est la complexité accidentelle. Donc c'est celle qu'on voudrait complètement éviter. Les autres, elles sont utiles. Celle-ci, c'est celle qui existe et qu'on aimerait ne pas avoir. C'est ce qu'on appelle aussi improprement la dette technique. En fait, c'est plus des concepts d'entropie et de qualité derrière ça. La dette, c'est encore autre chose, mais c'est pas très grave. C'est à peu près la même chose. Ce qui qualifie en fait la complexité accidentelle, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a le culte du cargo. Vous voyez ce que c'est? Non? Le culte du cargo, c'est « Hey, Google, il a fait ça !» Du coup, moi, si je fais pareil, je vais avoir le même succès que Google. Ça s'appelle le culte du cargo.
Non, ça vous dit rien, ça? Y a un machin qui a fait, du coup, moi aussi, je fais. Non? Je peux faire des bêtises. Ouais, on va éviter les trolls, même si je suis d'accord avec toi. Mais on voit ça dans pas mal de trucs, hein, que ce soit sur de la méthode ou sur de la technologie. Parce que Google a fait ça, on va faire pareil, et on va espérer que ça va marcher chez nous. Alors que Spotify, n'est-ce pas? Qui au bout de 6 mois a dit que de toute façon on l'avait jamais vraiment fait ce truc-là, mais c'est pas grave. Modèle anémique, vous voyez ce que c'est? C'est un domaine qui est censé être un domaine métier qui n'a aucun comportement. C'est juste des POJO, des POCO, enfin des data structures en fait où il n'y a rien dedans. Ça, Martin Fowler en parle très bien, mais c'est pas trop l'objet du talk. Le manque de bonnes pratiques. L'érosion, la vétusté logicielle. Si vous êtes sur une stack vieille d'il y a 10 ans qui est plus supportée, vous risquez d'avoir pas mal de problèmes. Des fois, il y a des bugs qui ne sont pas corrigés, qui sont toujours pas corrigés. L'érosion, c'est qu'au bout d'un moment, la qualité de votre logiciel est tellement pourrie que c'est de plus en plus difficile de bosser dedans. L'over-engineering, parce qu'il y en a qui aiment bien construire des... avoir un marteau-piqueur pour écraser une mouche, et ça coûte très cher. Et le couplage fort. C'est-à-dire que tout est couplé dans votre logiciel, ce qui fait que le couplage amène la fragilité généralement, hein. C'est vous faites une petite modification à un endroit, vous pétez à un autre. Vous ne savez pas trop pourquoi. Vous voyez ce que c'est le couplage? Ouais. Mais du coup, est-ce que vous connaissez l'équation du couplage? Ouais, il y a une équation. Non? Non, vous ne connaissez pas? En fait, vous avez compris les concepts que je vous ai donnés avant. En gros, si vous mélangez la complexité essentielle et la complexité obligatoire, vous créez de la complexité accidentelle au carré. C'est-à-dire que si dans votre code, vous êtes à la fois en train de traiter de la logique métier et à la fois en train de traiter des considérations qui sont purement techniques, du genre le threading, du genre le sharding, en même temps que vous êtes en train de répondre aux besoins utilisateurs, vous allez créer beaucoup de couplage. Donc en gros, si vous êtes en train de mettre dans des proxys AOP de Spring de la logique métier très utile là-dedans, le jour où vous mettez à jour d'une version mineure et que ce truc-là ne marche plus, voilà. Mais c'est une des raisons pour laquelle moi je suis passé en architecture hexagonale. Je suis passé de Spring Boot 1.3 à Spring Boot 1.4. Il n'y a plus rien qui marchait dans l'application, oui, parce qu'on avait de la page camel et des trucs très complexes à l'intérieur, où au lieu de faire des appels de fonctions, on passait par un service bus interne qui envoyait des messages, etc. pour chacune des classes, mais parce qu'il y a un architecte qui a trouvé que c'était mieux de faire comme ça. Enfin bref, il y en a qui disent c'est pas moi. Mais bon bref, mais en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'à cause d'un mauvais support de l'intégration d'Apache Camel dans Spring Boot 1.4, il n'y avait plus rien qui marchait dans le soft. Et on était incapable de savoir si on avait des régressions fonctionnelles, parce que notre logique métier, je vais vous poser la question, où est votre logique métier dans vos logiciels? Donc, toi tu triches. Mais... Non, mais c'est une question pour ceux qui n'en font pas de l'architecture hexagonale, parce qu'eux, ils en font devant, là, donc ils trichent. Où est votre logique métier dans vos logiciels? C'est quoi un service? Et tu n'as pas de logique métier dans ton front? Où est-ce que tu calcules tes ID pour ce que tu mets en base? Où ça, dans la base de données ou dans les services? Pourtant, les ID, c'est métier. Donc en fait, il y a beaucoup de cas comme ça où en réalité, votre logique métier, elle est diffuse dans tout votre logiciel. L'une des preuves de ça, c'est que des fois, quand vous faites du contrôle d'accès et que vous allez contrôler les droits d'un utilisateur, vous faites ça dans vos contrôleurs. C'est pas vrai? Pourtant, c'est du métier, ça. Et si un jour, vous passez du REST à une message queue, vous faites quoi de votre gestion d'accès? Vous l'achetez, vous la recodez. Donc c'est exactement ça le couplage en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles en fait vous amenez beaucoup de complexité accidentelle à cause de ça, parce qu'à chaque fois vous devez tout gérer d'un coup. Et ce qui fait que comme votre métier il est couplé à en fait à votre technique, à chaque fois que vous modifiez la technique, vous allez péter votre métier. Et l'architecture hexagonale, c'est un pattern qui veut diviser pour mieux coder, c'est une super phrase, qui veut diviser en fait les deux complexités. C'est-à-dire qu'on va prendre la complexité essentielle, qui est la logique métier, et on va la sanctuariser
En réalité, je vous parle de l'architecture hexagonale appliquée au domain-driven design, mais je ne rentrerai pas trop dans ce détail-là. Mais en gros, on va mettre d'un côté, la logique métier, et de l'autre côté, en fait, tout ce qui est lié à la technique et qu'on est obligé de gérer. Et on va faire en sorte que ça ne se mélange plus, pour pouvoir avoir des logiciels qui sont plus pérennes dans le temps. Ce qui fait que, par exemple, si votre logique métier elle est indépendante du reste, si vous changez de stack technique, vous allez pouvoir réutiliser un module de logique métier et réimplémenter autour. C'est un peu ça l'esprit de l'architecture hexagonale, en fait. Ce qui fait que passer de Spring Boot à Quarkus, vous ne redéveloppez pas votre logique métier. Que vous passez de Symfony à Laravel, vous ne redéveloppez pas votre logique métier. Vous voyez un peu l'esprit ? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est là un petit live coding, parce que du code, ça va être plus simple en fait peut-être à comprendre comment ça marche. Donc, alors ça va être en Java, mais c'est pas très grave si vous connaissez pas Java, parce que c'est l'orienté objet, hein, ça va parler à tout le monde. La technicité Java est pas très importante ici. Et donc ce petit logiciel, il a pour but d'aider les rebelles dans Star Wars à constituer des flottes pour secourir des rescapés. Et on va avoir une contrainte, c'est qu'on a un référentiel qui est une API web qui va nous renvoyer en fait l'ensemble des vaisseaux qui sont disponibles aux rebelles. Et pour chacun de ces vaisseaux, il va y avoir une capacité de transport de personnes. Voilà. Donc on va faire un petit logiciel qui va nous permettre de constituer ce genre de flotte. Alors, on va commencer par le domaine métier. C'est vraiment le premier truc qu'on va gérer. Donc pour l'instant, bon, même si j'ai d'autres trucs en dessous qui ne devraient pas s'afficher, j'ai un module domaine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Maven, ça c'est mon descripteur de module. Et je définis mes dépendances ici. Et là, vous allez voir que dans mon domaine métier, j'ai que deux dépendances, qui sont des dépendances de test, qui va être mon runner de test. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Java, c'est comme du Jest ou du PHP Unit. Et un framework d'assertion qui permet de faire du fluent assert, donc comme du Chai pour ceux qui font du JavaScript. Et vous me corrigez si je dis des bêtises quand vous connaissez vos... Mais je crois que Chai c'est ça. Non ? Ouais, Jest aussi. Voilà. Et j'aurai aucun framework dans mon domaine métier. Mais vraiment aucun framework. Parce que je veux que mon domaine métier, il ne dépende pas de la technique. Donc je ne vais pas mettre de framework là, ça va être que de l'algorithmie, on va dire, pour résoudre la problématique métier. Alors, comme je fais les choses bien, et que je fais de la TDD un peu en fait, ma manière de développer mon domaine ressemble beaucoup à ce que vous a expliqué Thomas dans sa conférence sur la Sailing TDD, la Diamond TDD, je ne sais plus comment tu l'appelles, dans quel sens. Là, je commence par écrire un test, qui est un test fonctionnel. Et là, vous avez vu que mon test fonctionnel, il est dans mon domaine métier. Oui, parce qu'il y a des gens en fait, qui le mettent tout de suite devant leur contrôleur. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, vous testez plusieurs choses. Vous allez devoir vous tester déjà la complexité obligatoire, qui est donc la technique, votre contrôleur, la complexité essentielle, qui est le métier. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que si vous configurez tout de suite mal en fait, votre serializer, le truc qui va transformer vos objets de PHP, Java, etc. en JSON, vos tests ils vont péter. Et vous ne saurez pas si c'est lié à votre logique métier ou si c'est lié en fait, à votre technique. Donc on va mettre ça au plus proche du domaine. Mais il y a une autre raison pour laquelle on fait ça. Ce n'est pas que pour l'histoire de... on mélange les complexités. C'est que comme on veut que le domaine il puisse être réutilisable et standalone, si vous ne testez pas directement le domaine et qu'il est testé par vos couches techniques, il dépend de vos couches techniques, même si ce n'est pas par le code de prod. Donc en fait, votre domaine ne doit jamais dépendre d'une couche technique, même pour les tests. Donc ici, j'ai un test fonctionnel qui ressemble à un gros test unitaire, qui va appeler directement mon domaine métier. Alors qu'est-ce que fait mon test ici? En fait, il va constituer une flotte pour 1050 passagers. Donc là, j'ai le paramètre qui va me permettre de constituer cette flotte. C'est ce que va me donner, par exemple, l'utilisateur via le contrôleur. Là, ici, je vais avoir le bout de code qui va me permettre d'appeler mon domaine, donc la fonctionnalité qui va me constituer ma flotte. Et ensuite, j'ai mes assertions. Donc, qu'est-ce que font mes assertions?
elle vérifie que la flotte qui est constituée, l'ensemble des vaisseaux qui sont dedans, permettent de transporter le nombre de passagers qui a été spécifié. Et je vais aussi vérifier que chacun des vaisseaux a de la capacité de transport, parce qu'il y a des vaisseaux comme les X-Wing où il y a juste un pilote dedans et on ne peut pas mettre de passagers. Donc ces vaisseaux-là, ils ne m'intéressent pas en fait. Ça, vous comprenez un peu les assertions? Donc on va commencer tout de suite. On va commencer à coder tout de suite. Alors, je vais coder avec une main, ça va être génial. Donc le premier truc que je dois faire, c'est d'appeler ma fonctionnalité. Je code vite. Hein. Donc pour l'instant, ces objets n'existent pas, mais j'aimerais que ça s'appelle comme ça. J'appelle un truc qui s'appelle Assemble a fleet for passenger et je donne mon nombre de passagers. Ok, donc ce truc-là n'existe pas, donc je vais le créer. Hop. Voilà. Tu crois vraiment que ça va marcher comme ça? Je vais parler comme ça. Hop. Mais, par contre, je ne vais plus pouvoir coder. T'inquiète pas, je vais me débrouiller. Donc, alors on va faire à l'ancienne. Vous me dites si vous ne m'entendez pas, mais je vais essayer de parler comme ça. Alors, donc là, il faut que je définisse un type, parce que je suis dans un langage typé, n'est-ce pas? Hop. Désolé pour le troll. Donc là, je définis le type de mon objet qui va représenter ma fonctionnalité dans mon domaine. OK. Donc, ce type n'existe pas encore. Je vais le créer. Alors là, je pourrais créer une classe, mais je ne vais pas le faire. Je vais plutôt créer une interface. À votre avis, pourquoi? Comment? Ouais, pour limiter le couplage. Parce que effectivement, là, ce que je veux définir, c'est un contrat. C'est le comportement de ma feature. Et mon test fonctionnel, en fait, il se met en lieu et en place de ce que serait mon contrôleur. Donc, toute la couche technique qui va appeler mon domaine métier. Donc, je préfère que ma couche technique dépende d'un contrat, d'un comportement, plutôt que d'une implémentation. Si vous faites du Java, vous avez peut-être vu des gens qui ont tendance à faire ça quand ils utilisent des listes. Ils ont un type list qui est une interface. Et quand ils instancient, ils utilisent par exemple EureList qui est une implémentation, mais ils ne vont pas être dépendants de cette implémentation, mais plutôt du contrat qui est celui de list. Ce qui fait qu'on peut changer derrière l'implémentation, ça n'a pas d'impact sur les consommateurs. Là, c'est pareil. Surtout que si vous faites du Domain-Driven Design, alors est-ce qu'il y en a qui en font dans la salle? Le premier rang, oui. Okay. Domain-Driven Design. En fait, quand vous faites de la modélisation métier, on vous explique que votre modélisation, elle ne sert qu'à un instant T pour un problème donné. Vous faites évoluer le domaine, votre modélisation, je vous parle de votre structure de classe, etc., à l'intérieur de votre domaine métier, va changer. Donc, il vaut mieux être dépendant de contrats et de comportements plutôt que d'être dépendant d'une implémentation. Donc, c'est pour ça qu'ici, je vais utiliser une interface. Donc, cette interface, je vais la définir dans mon code de prod et je vais la mettre dans un package, un namespace. Je vais faire la traduction dans tous les langages, là. Un module qui s'appelle API. Alors API, ça veut dire Application Programming Interface. Donc ce qui va me permettre en fait d'appeler mon domaine métier à l'extérieur du domaine. Ça permet à mes couches techniques d'appeler mon domaine. Si vous n'aimez pas le terme d'API, vous pouvez utiliser Features, parce que c'est là où en fait vous allez avoir vos contrats de fonctionnalité, ou bien vous pouvez utiliser aussi, il y en a qui font ça de la clean architecture, qui a été théorisée par Uncle Bob, Use Case, même si moi j'aime pas trop parce que c'est pas réellement des use cases, mais vous pouvez le faire. Moi je vais avoir un répertoire API. Là-dedans je vais avoir toutes mes interfaces qui me permettent de rentrer dans mon domaine métier. Bon, pour l'instant j'ai rien dedans. Hop. Alors, ce truc-là, dans mon test, je vais avoir besoin d'une implémentation pour pouvoir exécuter mon test. Donc ici, je vais appeler un truc qui s'appelle Fleet Assembler, qui va être une implémentation de mon contrat. Petit disclaimer. D'habitude, je ne fais pas mon code comme ça, parce que je n'aime pas que mon test soit indépendant de mes données de test, de mes objets, comme par exemple la fonction que je veux tester. Surtout quand j'ai un contrat. D'habitude, je me fais injecter cet objet-là. Là, c'est un peu long à le mettre en place. Avec JUnit 5, c'est possible, mais le new, là, je ne le fais pas moi, je me le fais injecter dans le test. Vous voyez, c'est la seule subtilité par rapport à un vrai code de prod. Bon, là, je le fais parce que c'est plus rapide. Donc, ce truc-là, je vais le créer. Donc là, ça va être une classe concrète
qui va implémenter assemble a fleet, donc mon contrat. Et dans mon contrat, qu'est-ce que je vais avoir? Cette méthode qui s'appelle for passengers, donc qui va me retourner une flotte pour un nombre de passagers que je prends en paramètre. Ça va pour tout le monde? Donc ça, va falloir que je le mette dans mon implémentation concrète. Et c'est là-dedans, en fait, que je vais implémenter ma fonctionnalité. Donc si vous vous rappelez, j'ai dit qu'on avait un inventaire de vaisseaux qui est une Web API, qui va nous donner la liste des vaisseaux qui sont à notre disposition avec une capacité de transport. Donc ça me semble naturel que je vais aller interroger cet inventaire pour récupérer les vaisseaux qui sont à ma disposition, pour pouvoir les sélectionner après pour la flotte. Donc je vais écrire un espèce d'algo là qui va me permettre de faire ça. Donc je m'attends à avoir une liste de Starship. Hop, je vais appeler Starships. Je vais appeler une fonction pour l'instant retrieve Starships from inventory. Voilà. On va la coder après. Et une fois que j'ai récupéré ces vaisseaux, je vais en faire une sélection. Donc pareil, Starships. Cette fois-ci, je vais les appeler les Rescue Starships. Et je vais faire une fonction select Starships qui prend en paramètre le nombre de personnes qu'on doit secourir, ainsi que les Starships, donc les vaisseaux qui viennent de mon référentiel de vaisseaux. Là-dedans, je vais avoir une logique de sélection. C'est là-dedans qu'en fait qui est le gros de ma logique métier, en gros. Et je vais ensuite constituer ma flotte à partir des vaisseaux que j'ai sélectionnés. Jusque-là, ça va pour tout le monde? Ouais? Alors, on va coder maintenant ces fonctions-là. Alors, retrieve Starship from inventory. C'est une interface, c'est une API web. Par contre, je ne vais jamais ici utiliser un client HTTP. Parce qu'un client HTTP, c'est de la complexité obligatoire. Parce que mon référentiel de vaisseau, peut-être qu'au lieu d'avoir à appeler une API web REST, on me le stream, par exemple. Ou bien ça va être un message qu'on va m'envoyer. Tout ça, je vais le masquer, je vais en faire une abstraction parce que mon domaine ne doit pas être dépendant de la technique. Donc je vais juste redéfinir un nouveau contrat qui va permettre à mon domaine de requêter mes couches techniques. Parce qu'en vrai, derrière, je vais avoir un client HTTP qui va me faire mes appels HTTP pour appeler l'inventaire et retourner ça au domaine. Et là, je vais en faire une abstraction. Donc cette abstraction, je vais l'appeler Starship Inventory, par exemple, pour garder les mêmes noms. Et je vais définir qu'elle va avoir une fonction qui va s'appeler Starships pour me retourner en fait tous les vaisseaux qui sont présents dans l'inventaire. Donc ça encore, ça n'existe pas, on va le créer. Hop, là je crée un champ de type Starship Inventory. Hop, OK. Et je vais me le faire injecter par constructeur. Enfin, ça va, tout le monde connaît l'injection de dépendance? Ouais. C'est-à-dire que je ne vais pas créer moi-même. Ouais, j'aurais pas dû le faire comme ça, mais c'est pas grave. Je vais le refaire. Hop. Je ne vais pas créer moi-même l'instance, on va me la donner en fait. Donc, je vais créer cette classe, alors cette interface. Cette interface, c'est un contrat qu'attend le domaine, et ça va être un module de ma technique, de mon infrastructure, qui va l'implémenter et qui va faire les appels HTTP comme je vous l'ai dit. Donc ça, je vais le mettre dans un autre package, un autre namespace qui s'appelle la SPI, pour Service Providing Interface. La différence entre l'API, ça permet aux couches techniques d'appeler mon domaine, typiquement mon contrôleur, alors que la SPI, ça permet au domaine d'appeler mes couches techniques. Du coup, ça peut être un client de web service ou bien votre base de données, ou un client de base de données derrière. Donc je vais mettre ça dans ma SPI. Hop. Alors du coup, je vais pouvoir me faire l'injection maintenant que j'ai le type. Hop. S'il te plaît, merci. Et je vais pouvoir maintenant définir ce que c'est que Starships comme contrat. En fait, ça va être juste un truc qui me renvoie une liste de Starship. Et là, il y a un truc intéressant qui est en train de se passer.
c'est que je vous ai dit, l'API, c'est pour rentrer dans le domaine. SPI, c'est pour que le domaine puisse sortir de l'extérieur. Si vous regardez les types d'entrée et de sortie de mon API et de mon SPI, c'est toujours des objets du domaine. Notamment ici parce que l'infrastructure n'existe pas encore, enfin la technique n'existe pas encore. Vous voyez que là, Starships renvoie Starship, qui est un objet, en fait, de ma modélisation métier. Et c'est pareil pour mon API, en fait. Ici, Fleet, c'est un objet qui est de mon domaine métier. Ça, c'est ce qu'on appelle un anti-corruption layer. Le but, c'est de faire en sorte qu'à aucun moment, vous alliez avoir des objets, des types, qui viennent des couches techniques et qui vont polluer votre domaine métier. Donc là-dedans, dans votre domaine métier, vous n'aurez jamais de ressources REST, comme vous n'aurez jamais de résolveur GraphQL, comme vous n'aurez jamais de consumer de messages type RabbitMQ et ActiveMQ, comme vous n'aurez jamais d'ORM. Donc pas de doctrine. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre du doctrine dans le domaine. Ou de l'Hibernate, ou de JPA, etc. Pas de Lombok. Pas de Lombok, mais ça c'est pour d'autres raisons aussi. Et faites du Kotlin, pardon. Non mais en fait, c'est pour éviter justement que vos objets qui représentent l'extérieur influent sur votre modélisation métier. Parce que en vrai, votre métier, il s'en fiche que vous fassiez du NoSQL ou du SQL. Il s'en fiche. C'est des choix techniques, ça. Pourtant, si vous faites du MongoDB, vous allez avoir une base orientée document, donc tout dans le même objet, alors que si vous faites du SQL, vous avez une forme normale 3, c'est-à-dire que vous allez avoir des tables quasiment pour chacun des objets avec des relations de foreign key, etc., quoi. Et si vous changez, pourquoi votre domaine métier devrait changer? Ça, c'est de la pure technique. Et en faisant ça, en fait, en faisant une forteresse autour de votre domaine, vous empêchez les couches techniques de polluer votre domaine métier. Ah. Alors, maintenant, il va falloir que vous imaginiez. Ah, c'est bon. Alors, mais vous avez compris ce concept, c'est-à-dire que l'API et l'SPI ne dépendent que des objets métiers, ce qui fait que votre métier, il est bien isolé. Okay, et ça va être, du coup, à votre contrôleur REST de transformer vos objets REST en objets métiers, et ça va être à vos adaptateurs, du coup, à la couche technique type client de base de données ou client web service, qui va faire la transformation aussi inverse. Alors, ce qui me manque ici pour pouvoir exécuter mon test, c'est une chose, c'est ce select Starship. Bon, là, je vais le coder extrêmement vite. Tac, voilà. Parce que, la logique métier, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait. C'est plus l'architecture. Mais en gros, qu'est-ce que ça fait? Ah, j'ai oublié de faire un truc, mais c'est pas grave. Ce que ça fait, c'est que ça va prendre l'ensemble de mes vaisseaux. Et tant que j'ai de la capacité pour... en gros, tant que j'ai encore des personnes à mettre dans les vaisseaux, je prends les vaisseaux. Et pour être sûr d'avoir un truc un peu optimisé, mais ce n'est pas réellement le cas, c'est pas grave, c'est que je vais m'assurer qu'ils vont être triés par ordre croissant, mais whatever, c'est pas très important. Alors du coup, ce petit blackout m'a fait oublier que je devais faire un petit trick ici. Alors si vous ne comprenez pas pourquoi je fais ça, c'est pas grave. Mais je suis obligé de le faire pour la suite. Tac. Si. Non mais alors, pour le coup, maintenant, donc j'ai ma logique métier qui est faite. Hop. Et je vais retourner dans mon test. Alors je suis obligé d'aller là et de retourner dans mon test. Alors, pour pouvoir exécuter mon test et d'avoir une instance de mon Fleet Assembler, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit ce que c'est que Fleet Assembler. Pour les gens qui font du Domain Driven Design, ce truc-là, c'est ce qu'on appelle un domaine service. Et pour documentation, je vais me créer une annotation ici, que je vais appeler domaine service. Ça permet aux gens, et notamment aux personnes qui appellent le Domain Driven Design, de comprendre ce que c'est. D'habitude, donc cette annotation, je vais la créer, elle est custom. Ce que je fais en plus sur mes annotations, c'est que je mets de la doc pour expliquer ce qu'est un domaine service. Pour ceux qui ne connaissent pas le Domain Driven Design, c'est une feature. On simplifie, c'est une feature, d'accord? Alors, petit trick encore, hop. Pourquoi je mets des annotations là? C'est pas que pour la documentation, c'est pour un petit trick qu'on a besoin tout à l'heure, en fait. Mais j'avais juste oublié de le faire encore une fois.
Mais bon, whatever. Donc cette instance-là de Fleet Assembler, qui est mon domaine service, qui implémente mon contrat de feature de mon API, a besoin d'une instance d'inventaire. Or, ici, je ne peux pas la fournir réellement parce que, encore une fois, ça va être un client HTTP. Si je mets un client HTTP dans mes tests, bah, je viole encore la règle qui dit que bah, je ne veux pas de complexité obligatoire dans mon domaine. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir une implémentation par défaut qui va permettre à mon domaine d'être testé en cloisonné. Et ça va être programmatique. C'est ce qu'on appelle un stub. Donc, ça va être très simple. C'est que, alors déjà, je vais définir un référentiel de Starship. Bon, voilà, que dans mon test. Ça, en fait, je vais le donner à une implémentation de mon Starship Inventory qui va exister ici pour mon test. Et je vais dire, bah, tu retournes, c'est Starship. Et je vais même aller plus loin que ça. Je ne vais pas laisser ça dans mes tests. Je vais le sortir de mes tests carrément. Hop. Donc, cette classe-là, qui est en fait mon stub, je vais le sortir. Donc là, j'ai juste fait un espèce de renommage. Hop, upper level. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il le met au bon endroit? Parce qu'à chaque fois, il me fait des petites... Il me l'a mis au bon endroit ou pas? Ah, il ne me l'a pas mis au bon endroit. Petit malin. C'est dans le code de prod que je veux que tu me mettes ça. Refactor. Allez. Alors, je mets mon stub dans mon code de prod. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour l'un des avantages de l'architecture hexagonale. On va le voir juste après, en fait. L'architecture hexagonale va vous offrir une plus grande itérativité dans vos développements. Mais j'en parle tout de suite après. Donc là, je le mets dans mon code de prod, ce truc. Et petit trick qui va nous servir encore pour tout à l'heure, mais si vous ne savez pas pourquoi je fais ça pour l'instant, c'est pas grave. Je crée ma propre interface qui s'appelle stub, enfin ma propre annotation qui s'appelle stub. Hop. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Ça va marcher comme ça. Bon, bref. Donc je la note avec ma propre annotation pour dire que c'est un stub. Bon, personne n'utilise cette annotation pour l'instant, c'est pas très grave. Hop. Ah bah oui, forcément. Voilà. C'est bon? Non, c'est pas bon? Qu'est-ce que t'aimes pas? Ah oui, d'accord, parce qu'il m'avait créé la classe pas publique. Voilà. Donc là, maintenant, mon test, normalement, est complet. Donc si je l'exécute, je suis censé tomber dans mon Fleet Assembler, qui est mon domaine service, qui va appeler mon inventaire et qui va lui retourner, en fait, ce référentiel qui lui passait ici en paramètre step. Vous avez compris? Je vous fais un petit récap. Donc, on est parti du test fonctionnel. Ce test fonctionnel dépend de mon contrat de service de feature. Là, j'ai triché, j'ai mis l'implémentation avec dans mon test, mais peu importe. Ce contrat de service, il est implémenté par mon domaine service ici, qui, lui, pour pouvoir bosser, a besoin de requêter un service externe qui est mon inventaire. J'ai créé une abstraction qui s'appelle Starship Inventory dans ma SPI, qui permet à mon domaine de récupérer de la data. Et comme je veux que mon domaine il soit testé en standalone, bah, j'ai fourni une implémentation fake, stub, qui respecte en fait les contrats de ma SPI. Okay? Comme ça, mon domaine il est testé en standalone. Là, on l'a vu. Vous avez des questions? Non? OK. Donc maintenant que j'ai fait ma logique métier, parce que là j'ai codé une vraie logique métier, bah, je vais la servir sur le réseau. Parce que je veux éprouver le plus rapidement possible que ma logique métier, elle apporte de la valeur. Donc je ne vais pas m'amuser tout de suite à aller m'intégrer avec mon inventaire, le vrai, parce qu'il va y avoir toute une complexité de s'interfacer avec lui, on le verra tout de suite après. Je vais plutôt commencer par développer mon contrôleur pour avoir une API web qui va me permettre d'interroger ma logique métier. Donc, on va faire une petite avance rapide. Hop, hop. Donc maintenant, en fait, dans mon projet, j'ai en gros deux modules. J'ai mon domaine et j'ai mon infrastructure. Dans mon infrastructure,
je vais avoir tout ce qui est lié à la technique. Mon contrôleur, mon client de base de données, mon client pour mon inventaire, etc. Et si vous regardez mon descripteur de module, lui, il dépend de Spring Boot, de Symfony, d'Express. Bref, les gros frameworks structurants, ils sont là. Mais ils ne seront jamais dans le domaine métier. Donc, si je vais regarder maintenant du côté de mon descripteur de module, mais de mon domaine métier, il n'a pas vraiment changé, à part un truc qui s'appelle l'Enforcer plugin qui va vérifier qu'à aucun moment, je vais inclure des dépendances qui sont autres que le domaine métier. Ce qui fait que si je m'amuse ici à mettre par exemple ma couche technique, hop, et que là, j'essaye rien que de builder mon domaine, il est où? Ah, il est en dessous, il est là, tac. Voilà, ça pète, parce qu'il a détecté en fait, mais t'inclus des trucs comme Spring et j'en veux pas. Voilà. Là, je renforce mon anti-corruption layer. C'est pour éviter de polluer mon domaine métier avec des objets qui sont liés à la technique. Donc là, c'est vraiment l'isolation de mon domaine. Par contre, mon infrastructure, elle connaît mon domaine métier, ce qui est normal, parce que mon contrôleur, il doit pouvoir exécuter mes fonctionnalités. Donc, on va commencer par le test de mon contrôleur. Hop. Ici, j'ai défini un contrat qui est mon contrat REST, en fait, que j'aimerais voir dans mon contrôleur. Je fais un post sur une URL qui s'appelle RescueFleet, avec un JSON qui contient number of passengers avec un nombre 5, et je m'attends à avoir le Faucon Millennium comme seul membre de la flotte et qui peut transporter 6 passagers. Là, ce que je vais faire pour pouvoir faire en sorte que ce test puisse passer, là, mon contrôleur va appeler mon domaine métier qui, lui, va appeler mon stub. Je vais, en fait, aller dans mon stub tout de suite et préparer, en fait, c'était pas le bon truc, hop, et préparer, en fait, un référentiel par défaut qui sera utilisé par mes tests d'intégration, en fait. Donc là, je lui ai mis quelques vaisseaux. OK, super. Donc comme ça, là, j'ai bootstrappé de la data de test qui va me permettre d'avoir ça comme réponse de mon API web. Maintenant, on va aller coder ce contrôleur REST. OK, j'ai préparé ici ma route. Je m'attends à avoir un post sur RescueFleet. Donc, qu'est-ce que va retourner cette route? Elle va me retourner. Alors, response entity, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas Spring, c'est la réponse HTTP, en fait. C'est une abstraction sur la réponse HTTP. Là-dedans, j'ai mon code HTTP et j'ai mon body, j'ai mes headers. Bon, voilà, pour simplifier. Donc, c'est une réponse HTTP qui contient une flotte. OK? Donc, le premier truc que je dois faire, c'est quoi? Comment? Alors, sérialiser, non, parce que... Alors, ouais, mais bon, là, ça va, en fait, la désérialisation, elle est gérée automatiquement par le framework. Parce que là, j'ai une classe qui s'appelle RescueFleetRequest, donc qui va contenir un integer. Donc, la sérialisation, désérialisation, elle est déjà gérée. Donc, ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Appeler le domaine. Donc, qu'est-ce que je dois appeler du domaine? Le domaine service. Mais je ne vais pas avoir une dépendance directe sur le domaine service. Ouais, je vais avoir une dépendance sur l'interface du domaine service. Donc là, c'est mon AssembleFleet. Ici, ça, en fait, ça vient de ma requête. RescueFleetRequest, tac, voilà. Donc cet objet n'existe pas. Donc encore une fois, je vais me le faire injecter dans mon contrôleur. Et la dépendance est sur l'interface et pas sur la classe concrète. Hop, je me le fais injecter. Et une fois que j'ai réussi à appeler mon domaine service, enfin ma fonctionnalité de mon domaine, ça, je vais le wrapper hop, dans une réponse qui va permettre de faire du reste. Donc en fait, created, c'est-à-dire que je vais renvoyer un HTTP 201. Ça, normalement, c'est mon location header, mais je ne mets rien dedans. Et en body de la réponse, je vais mettre la sérialisation de ce que me constitue le domaine. OK. Il y a des gens qui font du Spring dans la salle. Un petit peu. Alors, cette petite partie-là, elle est pour vous. Là, maintenant, si j'essaye d'exécuter en fait mon test, ça ne va pas fonctionner pour la simple et bonne raison que
il me faut une instance de assemble a fleet là. Vous voyez? Spring est un framework d'injection. Et comment il fonctionne? Il faut des annotations Spring pour expliquer à Spring que cette classe-là, il doit la prendre, la construire, la mettre dans son contexte d'injection, qu'on appelle l'application context. Donc quand j'ai un REST controller, ça sert à dire à Spring, ce truc-là, tu le charges. J'en ai d'autres, hein. J'ai du @component, j'ai du @service. Mais tout ça, ce sont des annotations Spring. Le problème, c'est que le truc que j'essaye de me faire injecter là, c'est un objet du domaine. Donc ça veut dire que je serais peut-être tenté de mettre mes annotations Spring dans mon domaine pour que ça puisse être, pour que Spring comprenne, ça c'est un truc que je peux injecter en fait à mon contrôleur. Mais je ne vais pas le faire. Parce que ça, c'est une mauvaise pratique. Au lieu de faire en sorte que mon domaine connaisse Spring, je vais faire l'inverse. Je vais faire en sorte que Spring connaisse mon domaine. Pour ce faire, c'est que là, je vais le mettre dans mon test, tac. Je vais dire à Spring, en fait, de charger, d'importer une configuration qui va lui permettre, en fait, de comprendre qu'il doit charger les objets du domaine. Hop. Bon, ça, je le fais rapidement parce que c'est vraiment très, très Spring spécifique, hein, mais c'est pas très grave. Hop, hop, configuration. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce trick et je le trouve intéressant. Tac. Donc ça va être une configuration. Mais le truc le plus important, c'est les lignes qui vont suivre. C'est ça. C'est-à-dire que je vais dire à Spring de scanner l'annotation qui est mon annotation custom, qui s'appelle domain service et stub, qui font partie de mon domaine métier en fait. Ce qui fait que je ne pollue pas mon domaine métier avec du Spring. Ce qui fait que si vous passez à CDI, qui est une autre norme d'injection, avec du weld par exemple, si c'est toujours JBoss Weld, l'implémentation de référence, qui a des annotations différentes de Spring pour faire l'injection, vous en fichez. Vous n'allez pas changer votre domaine métier pour ça. Parce que ces annotations-là, elles sont spécifiques à Spring. Les miennes, je peux les réutiliser avec n'importe qui, puisque ce sont les miennes. Voilà. Donc en faisant ça, maintenant, j'ai permis à Spring de charger en fait mes objets du domaine métier dans son contexte et me les faire injecter. Donc maintenant, si je retourne, je ne suis pas au bon endroit, dans mon test, si je l'exécute, normalement, ça devrait fonctionner. On croise les doigts. Allez, allez, allez. Ça marche. Et là, j'ai une première version intéressante, parce que j'ai mon contrôleur, j'ai mon domaine métier et j'ai mon stub. Ce qui fait que là, en fait, mon application, elle tourne déjà. Mais elle tourne avec des fake data qui sont liés à mon stub. Donc si mon application, je la démarre, imaginons que je la déploie sur une plateforme de développement. Donc là, elle démarre, voilà. Hop. Je vais permettre à d'autres équipes de commencer à jouer avec mon soft parce que la logique métier est réelle, même si les datas sont fausses. Et ça, c'est un vrai retour d'expérience que je suis en train de vous faire. Alors là, regardez, si je demande à Postman de m'envoyer ma requête, là, en fait, j'ai déjà une API avec des datas dedans, même si c'est des fake data. Mais la logique métier est respectée. C'est-à-dire que si vous faites la somme, là, vous allez pouvoir transporter 800 passagers. Alors, c'est peut-être un peu petit pour les gens du fond. Mais, hop, voilà. La première fois que j'ai fait l'architecture hexagonale, c'était pour développer un back-end chez Expedia de réservation de train, parce qu'il était hyper mal fait. Donc, on l'a redéveloppé de zéro. Mais on nous a dit, la contrainte, les gars, c'est que là, vous avez les équipes mobiles. Il y a 3 équipes, 3 time zones différentes. Ils commencent les devs maintenant. OK. Waouh. Alors, et on a fait exactement ça, en fait. C'est qu'on a commencé à faire une petite partie de la logique métier, on l'a exposé dans un contrôleur et on a shippé ça. Alors, ce n'est pas utilisable en prod, mais les équipes en face, elles ont commencé à pouvoir itérer, à développer là-dessus. Et nous, ça nous a créé de l'espace pour qu'on puisse commencer à faire s'intégrer avec, dans ce cas-là, le vrai inventaire. Et dans notre cas réel, le machin qui nous permettait d'aller chercher les trains avait une API tellement horrible que ça nous a mis 3 semaines à développer le client. Donc, comme quoi, on a gagné en vitesse. L'avantage aussi, c'est que par exemple, là, je vous ai stubé un client HTTP, mais vous pouvez stubber une base de données. Et ça vous permet de remettre à plus tard certains choix et pas commencer par... Vous ne savez même pas quel est le besoin métier et vous êtes déjà en train de choisir entre du NoSQL ou du SQL. Vous ne savez pas ce que vous devez faire.
Non, faites d'abord la logique métier et après regardez selon les contraintes métiers si vous avez besoin de faire, je sais pas moi, du sharding, si vous avez besoin de... Mais ça en découle en fait. Et ça vous permet de mettre ce choix à plus tard, quand vous avez vraiment besoin de le faire. Alors bien sûr, on ne va pas vivre longtemps sur ce stub. Donc l'étape d'après, ça va être d'implémenter mon client HTTP qui va me permettre de récupérer les vaisseaux de mon vrai inventaire qui est déployé sur Internet. Hop, petite avance rapide. Alors, j'ai pas vu combien de temps il me restait. 7 minutes ? Ok. Alors, comment dire ? L'inventaire que j'utilise, c'est Swappy. Je ne sais pas si vous connaissez Swappy. Star Wars API. Hop. C'est une vraie API qui est sur Internet et qui est développée en 8OS au passage, pour ceux qui connaissent. Et il y a un endpoint qui me permet de récupérer, par exemple, les vaisseaux de Star Wars. Donc on va estimer que c'est les vaisseaux de la flotte rebelle, parce que il y a juste l'étoile de la mort dedans, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave. Mais en gros, c'est ce que je vais utiliser et c'est avec ça que je vais m'interfacer. Ok. Donc là, j'ai mon interface, j'ai mon API REST que je veux appeler depuis mon domaine. Donc, ce que je vais faire, hop, petit spoil, c'est que je vais créer un client Swappy pour Star Wars API qui va implémenter du coup mon Starship Inventory. Parce que ça, c'est le contrat qu'attend mon domaine, vous êtes d'accord ? Donc, j'implémente ça. Du coup, je suis obligé d'implémenter une fonction qui s'appelle Starship qui va me renvoyer une liste de vaisseaux. Ok, super. Pour l'instant, cette liste, je renvoie vide. Ouais, parce que je fais beaucoup d'ATDD en fait, mais bon, bref. Ça va jusqu'à présent ? Donc, ça, c'est le truc qu'on veut implémenter. Si je regarde la tête du test, qu'est-ce que fait mon test ? En fait, il va moquer un serveur HTTP qui va prendre la place du vrai Swappy. Parce que je ne veux pas que mes tests dépendent d'un service externe qui est déployé sur Internet. Si le service il est down, mes tests ne fonctionnent plus, ma CI/CD elle tombe. Donc là, j'ai un petit mock qui tourne et qui se fait passer pour Swappy, mais en vrai HTTP, un vrai serveur HTTP. D'ailleurs, ici, vous voyez, j'ai les réponses JSON que j'ai mis dans mon test et que mon serveur va me servir. Et quand je vais exécuter mon client Swappy, je m'attends à récupérer ces vaisseaux-là. OK ? Allons voir maintenant la constitution de ces fichiers JSON. Alors, c'est pas page 2, c'était page 1 qui m'intéresse. Alors, il y a deux choses intéressantes. Enfin, il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, on peut voir que la structure de données de Swappy est beaucoup plus complexe que la mienne. Ici, vous avez une liste de vaisseaux dans Result, et il y a 50 milliards de champs. Moi, j'en ai besoin que deux. J'ai besoin que du nom, et j'ai besoin de la capacité en passagers. OK. Donc déjà, je n'ai pas besoin, moi, de dépendre d'autant de champs dans mon domaine. Donc d'avoir cette abstraction-là, ça me permet de faire en sorte que cette complexité-là, elle existe que dans mon client Swappy. Par contre, j'ai ma représentation de mon domaine métier, et mon client Swappy, il va transformer ça en mes objets du domaine métier. Ce qui permet aussi de dire, si demain je change de provider, une autre interface, une autre API web, et qui a une structure qui n'a rien à voir avec ça, mon domaine, il n'est pas impacté. Je crée un nouveau client qui me fait la transformation. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle un adaptateur. Mais chose intéressante là-dedans aussi, c'est que vous voyez que passengers, bien que ce soit une valeur numéraire, c'est dans un type string. Et j'ai pas envie mais mon domaine, il a besoin d'additionner les capacités de passagers pour pouvoir calculer si tous les passagers rentrent. Additionner des strings, ça donne de la concaténation, jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est pas terrible. Donc, j'ai pas envie que mon domaine métier, il soit embêté par ça. Ça, c'est de la complexité obligatoire, en fait, de devoir gérer le string ici, parce que c'est Swappy qui me la donne. Si je mets ça dans mon domaine métier, là, je fais de la complexité accidentelle, parce que mon domaine métier, il ne doit pas se dire à chaque fois, bon, OK, c'est vraiment un integer. Ah non, c'en est pas un. OK, et à chaque fois, je fais des if dans tous les sens, partout dans mon domaine métier. Là, non, je fais que dans mon client, vous voyez. Et un autre truc qui est encore plus structurant, c'est que Swappy, en fait, est paginé. Mais moi, je n'ai pas forcément besoin que mon domaine le soit, en fait. Donc, si j'avais drivé les choses différemment, peut-être que dans mon domaine métier, je serais en train de gérer des pages
de Starship. En vrai, à tout casser, il y a une trentaine de vaisseaux. Donc faire des pages, c'est pas très utile. Mais j'ai pas envie que la structuration de mon domaine de métier dépende en fait de mon provider technique. Je pourrais en changer. Si celui-là, il est plus, si celui pour lequel je change n'est plus paginé, je fais quoi de mon domaine métier qui gère de la pagination? Ouais, je fais une page, super. Demain, c'est streamé. Ah, c'est encore plus compliqué là. Vous voyez pourquoi on s'isole? Donc la pagination, c'est pareil, c'est mon client Swappy qui va le gérer et je ne vais pas gérer ça dans mon domaine. Donc, on va aller tout de suite implémenter ce client. Hop, alors, c'est là-dedans. Tac, on va aller assez vite. Voilà, gestion de la pagination. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que pour chacune des pages, il récupère une réponse Swappy et il va y extraire en fait les vaisseaux qu'il va convertir dans le type du domaine. Donc, ça, hop, on va implémenter tous ces trucs-là. Donc ça, c'est juste, REST template, c'est un client HTTP, une abstraction. Donc en gros, il appelle l'URL de Swappy et il sérialise dans Swappy Response, qui est ici, qui correspond en fait à la structure du JSON. Hein. C'est exactement la même chose. Et on peut voir que Swappy Starship, Passenger, c'est bien un string hein, d'ailleurs. Donc là, il récupère une première page. Ensuite, je lui ai demandé, tu extrais là-dedans, hop, de la réponse de Swappy. Pour chacun des vaisseaux de Swappy, tu me transformes ça en un vaisseau de mon domaine. Donc, tu es obligé de me faire un parseInt, parce que mon domaine, il veut un integer. Jusque là, ça va? Non, normalement, là, j'ai implémenté mon client Swappy. Je vais aller dans mon test. Hop. Je vais exécuter et voir si ça marche. Tac. Croise les doigts. Ah, ça ne marche pas. Et regardez pourquoi ça ne marche pas. Ouais, ok. J'ai quasiment fini. Ah, j'essaye de parser un string dont la valeur est NA en entier. Mince alors. D'où ça vient ce truc-là? En fait, si on regarde les réponses de Swappy, tac, page 1, effectivement, dans Passengers, je peux avoir NA. Et des fois, j'ai unknown aussi. Bon, elle n'est pas terrible leur API en fait. La qualité, elle n'est pas terrible. Justement, ce problème de qualité d'API, je ne veux pas que ce soit le domaine qui la gère. Le domaine, il s'en fiche, lui. Par contre, c'est mon client Swappy qui va me gérer ça. Donc, en fait, ils nous ont fait une API, là, mais qui n'est pas très utilisable programmatiquement. C'est presque pour faire de l'affichage, ce truc, quand tu as NA, unknown et 600. Enfin, moi, j'aurais préféré nul et 600, en fait. Mais bon, voilà. Ou un code qui m'explique que programmatiquement ce que je dois faire. OK, donc le petit truc que je dois faire en plus, où est-ce que je dois le faire déjà? C'est ici. Je vais filtrer pour ne garder que les vaisseaux qui ont une valeur que j'autorise de passengers. Hop, donc ça, je vais le créer. Tac. Voilà. Donc là, je vérifie si c'est pas nul, si c'est pas NA, si c'est pas unknown. OK? Pareil, ça, c'est de la complexité obligatoire. Enfin, c'est de la complexité accidentelle de Swappy qui transpire chez moi. Mais comme moi, je suis obligé de m'interfacer avec lui, ça devient ma complexité obligatoire. Si je mets ça dans mon domaine, c'est ma propre complexité accidentelle. Parce que avoir ces tests-là à chaque fois dans mon domaine, c'est pas terrible, quoi. OK, on va retourner dans le test. Et cette fois-ci, on va espérer que ça marche. Croise les doigts. Hop. Ça marche toujours pas. Pourquoi? Ah, ils ont un séparateur des milliers. Et en fait, vous pouvez avoir autant d'emmerdes que ça. Mais vraiment beaucoup. OK? Donc là, toutes ces complexités-là, je ne le gère que dans mon client Swappy, ce qui me permet de ne pas polluer mon domaine. Donc je vais juste dégager mon séparateur des milliers rapidement. Tac. Tac. Et là, maintenant, si je vais dans mon test, hop, donc j'ai juste dégagé le séparateur des milliers, et là, cette fois-ci, mon client Swappy, ça va fonctionner. Hop. OK. Donc là, ça marche. Ce qui veut dire aussi que là, j'ai implémenté mon vrai client. Ce qui veut dire que là, si je déploie mon service en production, mince, hop,
Donc, je vais le mettre ici dans Integration Test. Force Checkout. Tac. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais j'ai un test d'intégration qui me permet de vérifier que toutes mes briques fonctionnent ensemble. Mon contrôleur, mon domaine, mon client Swappy. D'accord? Avec un mock serveur qui simule Swappy parce que je suis dans mon test. Donc là, je n'exécute pas devant vous, mais c'était juste pour vous dire qu'il existait. Là, normalement, j'ai démarré mon serveur et on va voir que... Hop. Il n'a pas démarré? Moi, je ne l'ai pas démarré. Hop. Je pensais. Donc, je vais le démarrer. Voilà. Et voilà, ça marche. Donc là, vous voyez que la réponse a changé. Vous voyez? Parce que là, j'appelle vraiment Swappy en production. Donc là, j'ai fait mon bout en bout. Le dernier truc, et là, je vais finir ça en 1 minute, qui est très important, que vous devez retenir, c'est que je ne me suis pas protégé partout pour l'instant. Il y a un endroit où je ne me suis pas protégé, il est vraiment très chiant. C'est que, imaginez, alors on va faire encore une toute petite avance rapide, que maintenant on me demande de gérer en plus une capacité de cargo. C'est-à-dire que je vais avoir un certain nombre de capacités de transport de matériel, parce qu'on avait oublié de gérer ça. Donc ma structure de données, elle a un petit peu changé dans mon domaine métier, parce que dans mes Starships, maintenant, j'ai un cargo capacity. Mais là, je suis emmerdé. Parce que j'ai capacity et cargo capacity. Ah! J'aime pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un refactoring. Et je me dis, bah ça, je vais l'appeler passenger capacity. OK, refactor-moi ça. OK, super. Hop, ça, je l'enlève. Je refactor. Super. Et je vais essayer de compiler mon... Je vais essayer de compiler tout ça. On va voir ce qui se passe. Allez, allez, allez. Allez, pète s'il te plaît. Non. Parce que j'ai exécuté que le domaine, c'est pour ça. Je me suis trompé de module. Allez, hop. Donc là, il passe le domaine. Et là, ça pète. Pète. Voilà, ça a pété. Voilà, j'ai un bon rouge. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder ce qu'il y a dans le test du contrôleur. En fait, il s'attendait à avoir capacity, ici, mais il n'existe plus. Il n'existe plus. Pourquoi? Si vous regardez comment a été constitué mon contrôleur, en fait, il sérialise directement les objets du métier. Ce qui fait que comme j'ai changé à l'intérieur de Fleet, à l'intérieur de Starship, capacity en passenger capacity, j'ai changé mon contrat de JSON. Ah ah! Et là, je suis emmerdé parce que ça veut dire j'ai deux choix. Soit je dis à tous mes clients changez, soit je rollback et je vis avec capacité cargo capacity. Et ça, c'est emmerdant. Parce que, en fait, ce que j'ai fait en exposant mon domaine métier directement en JSON, c'est que j'ai rendu adhérents mes consommateurs à ma modélisation métier. Et ça, c'est une bêtise. Ce que j'aurais dû faire, et petite avance rapide encore une fois, et c'est sur ça que je finis, c'est qu'en fait, je vais modéliser des ressources JSON. Et par exemple, ici, j'ai un Starship Resource qui va avoir toujours une capacity, mais je vais mapper Passenger Capacity dedans. Et mon contrôleur, ce qu'il va faire, hop, et là, je vous jure que c'est la fin, hop, au lieu d'avoir Fleet, il va retourner à un Fleet Resource. Ce qui fait que là, j'ai un découplage. Donc, je peux faire évoluer mon domaine métier, mais mon reste, si je veux le laisser tel quel, il peut. Et je me fais que du mapping. Encore une fois, c'est une courbe d'adaptation. Si vous regardez ma conf qui s'appelle REST Next Level, comment créer des API web orientés métier, vous verrez même que mes ressources REST, elles n'ont rien à voir avec mon domaine. Mais vraiment rien à voir. Donc, en fait, on a besoin de faire ces adaptations. Et là, comme ça, vous vous protégez de vos consommateurs. Votre domaine métier, vous pouvez le changer, vos consommateurs ne seraient pas impactés. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait cette couche d'adaptation ici. Alors, pour le coup, j'ai terminé. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Hop. Alors, je m'appelle Julien Topsu, je suis tech coach chez Shodo, qui est une ESN spécialisée dans le craft à Paris et à Nantes. Et si vous voulez scanner le repository, c'est là. Et pour me donner un feedback, c'est là-bas. Merci.